Blanchiment d'argent, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, prostitution, réseau pédophile, terrorisme avec alibi idéologique, voire religieux, actions mafieuses, tous azimuts, vraiment, le crime organisé semble avoir le vent en poupe. Et notre bonne vieille Europe ne se sent pas en sécurité, l'ouverture des frontières, la mondialisation n'arrange rien. Est-ce une impression objective? Exagère-t-on les dangers? Ne risque-t-on pas une dérive sécuritaire qui mettrait en cause l'essentiel de nos valeurs démocratiques auxquelles nous sommes évidemment attachés? Vous voyez que la question est d'importance, elle méritait d'être posée à un certain nombre de personnalités compétentes. C'est ce que nous avons fait pour essayer d'y voir plus clair. Regardez. Est-ce un faux constat? On a le sentiment que le progrès technologique de la société est, dans une certaine mesure, criminogène. Disons plutôt que le crime, qui est la première société globalisée, libérale et fonctionnement comme une très grande entreprise, s'adapte et utilise les progrès technologiques comme il l'a toujours fait. Et ça s'aggrave ou ça stagne? Il y a deux éléments. La première, c'est qu'on a une faible connaissance de l'histoire du crime et qu'on a oublié à quel point la société était homicide. Il y a 4 siècles, il y avait 150 homicides pour 100 000 habitants à peu près dans la vieille Europe. Et au fur et à mesure de la civilisation et de l'urbanisation d'ailleurs, car la ville n'est pas le lieu du crime historiquement, mais c'est le lieu de la police, de la vie en commun, on était tombé à 2, une réduction par 75, ce qui était considérable. Et puis au cours des 10 dernières années, il s'est produit essentiellement sur le vieux continent une forte progression de la violence, des actes avec violence, violence physique, et on est passé peu à peu d'une traditionnelle criminalité contre les biens, qui faisait des gens désagréablement surpris du vol de leur voiture ou du cambriolage de leur logement, à l'arrivée de vraies victimes physiques d'une agression qui génère du stress post-traumatique, de la demande de sécurité, alors même que aux États-Unis, qui était l'enfer du crime, ou le paradis, ça dépend de quel point de vue on se passe, la baisse exceptionnelle de la violence était engagée à peu près dans les mêmes années. Il y a eu un phénomène de transfert géographique et de mutation criminologique qui amène aujourd'hui à un vrai questionnement sur le retour de la violence. Peut-on parler d'un aliment idéologique et parfois religieux à ces comportements criminels? Aliment, je ne sais pas, je dirais plutôt argument, faux semblant, détournement d'utilisation, mais il est vrai que les violences à caractère religieuse ont permis, dans l'histoire, y compris de nos pays, mais également désormais dans la tentative d'émancipation d'un certain nombre d'autres, de carburant à la violence, mais c'est une violence intégriste. L'acte criminel n'est qu'un élément complémentaire. Par contre, on s'est rendu compte, notamment en France, de l'utilisation par de jeunes délinquants de l'argument militant comme justification. Après avoir brûlé 10 voitures, pourquoi ne pas attaquer une synagogue, une mosquée ou un centre culturel ou cultuel? Et donc là, il s'agit plutôt d'une utilisation facile d'un élément permettant de passer du statut de délinquant, qui n'est pas extraordinairement utile d'un point de vue social, au statut de militant d'une cause, ce qui n'empêchait pas l'activité criminelle. La réaction d'une société organisée, comme la nôtre espère l'être, passe par quel mécanisme? Moi, j'ai toujours considéré que ça devait passer par un équilibre entre des dispositifs de prévention sociale, culturelle et aussi à caractère criminel, de dissuasion, où on n'intervient pas seulement sur les auteurs, mais sur les lieux qui sont les plus propices à l'activité criminelle, et puis de sanctions. Un dispositif qui perdrait un des éléments serait instable, déséquilibré, ne pourrait pas permettre une vraie solution. Or, traditionnellement, nous avons eu des phénomènes de swing très forts entre le tout préventif et le tout répressif. Et aujourd'hui, nous sommes plutôt dans la phase du tout répressif, qui ne résoudra pas mieux les choses que l'intégrisme précédent. Ce sont des extrémismes qui se nourrissent l'un l'autre, d'ailleurs, des échecs des uns et des autres, des positionnements et des crispations, mais qui refusent le phénomène de la complexité. L'acte criminel, pour faire court et schématique, s'explique par le besoin, l'envie ou le plaisir
besoin, je vole du pain pour vivre, Jean Valjean, j'exerce une violence contre une société qui exerce une violence encore plus grande. C'est la violence du progrès, de la liberté, qui nous a fait passer du statut de sujet à celui de citoyen, une violence que je qualifierais de démocratique. L'envie, c'est je vole une voiture parce que je n'ai qu'un vélo, disons qu'il y a des circonstances aggravantes et atténuantes, il n'y a pas mort d'homme, les enjeux sont différents, mais on peut discuter. Et puis il y a le plaisir, le violeur ou l'assassin pathologique, il ne s'agit pas là d'un agent militant pour la libération de l'espèce, il s'agit d'un danger pour la société. Or, on a souvent commis l'erreur de traiter de la même manière trois modes d'actes criminels, trois pathologies criminelles. Et évidemment, en traitant de la même manière des maladies différentes, on n'en guérit aucune. L'internationalisation de ces phénomènes est un problème supplémentaire pour ceux qui ont à le gérer. Bon, disons que les frontières du crime ont rarement existé et que quand on relit nos vieux quotidiens ou nos vieux livres d'histoire, on se rend compte à quel point la frontière a toujours été un élément parfaitement secondaire, de même que la dictature n'a jamais été un outil de lutte efficace contre le crime. Au contraire, par la corruption, par le marché noir, par un certain nombre de collusions naturelles, d'inceste entre les appareils dictatoriaux, bureaucratiques et criminels, c'est plutôt un lieu d'émancipation et de développement de l'activité criminelle. La démocratie ayant plutôt été un lieu de réduction et de confrontation avec le crime. Mais c'est vrai qu'on assiste dans la globalisation générale, parce que les sociétés criminelles sont des sociétés libérales d'un point de vue économique, à un fort développement qui amène d'ailleurs la plupart des pays à se rendre compte que leurs précarés, leurs frontières naturelles ne sont valables que pour empêcher la coopération policière et judiciaire, mais que ça n'a jamais empêché l'activité criminelle. Croyez-vous qu'on puisse parler dans notre Europe d'une véritable menace, d'un véritable danger du crime organisé, d'une action mafieuse? C'est plus qu'une menace et qu'un danger, c'est une réalité. Dans l'Union européenne, certaines personnes, certains réseaux mafieux profitent de la faiblesse de certaines personnes, notamment de femmes et d'enfants, d'hommes aussi, pour les enlever, les faire venir dans l'Union européenne sur des prétextes fallacieux, et puis ensuite les utiliser. Alors les utiliser sous différentes formes, mais notamment en les prostituant, les mettant sur le trottoir. C'est très lucratif. Il faut quand même savoir que globalement, dans des pays de l'Union européenne, il vaut mieux être marchand d'êtres humains que trafiquant de drogue, puisqu'on est moins puni. Et c'est assez horrible quand on y pense. Et donc, ces réseaux sont très organisés. Ça veut dire qu'ils utilisent ces personnes, les mettent sur des marchés. D'ailleurs, en général, ils utilisent le mot cheptel, ce qui fait quand même assez frémir. Hein. On a l'impression de revenir des années, des centaines d'années en arrière. On pensait que ces temps-là étaient révolus. Pas du tout. Finalement, il y a toujours dans l'humanité cette zone d'ombre qui fait que ces réseaux utilisent ces personnes pour gagner de l'argent, tout simplement. Vous l'avez dit vous-même, on se croyait revenu dans le passé, donc l'événement n'est pas nouveau. Est-ce que la situation actuelle de l'Europe est un facteur favorisant? Alors absolument, parce que sur la prostitution, par exemple, puisque c'est surtout dans la prostitution que ces personnes sont mises, il y a différentes législations. Ayant différentes législations, obligatoirement, les réseaux en profitent. Par exemple, en Suède, la prostitution de rue n'existe pratiquement plus. De par la loi, la prostitution n'est pas possible. C'est pas qu'elle est interdite, mais toutes les violences faites aux femmes étant interdites, finalement, les clients sont punis, donc il n'y a plus de prostitution de rue. Donc, ce qui fait que tous les réseaux ont mis les femmes, les jeunes filles, dans d'autres pays, notamment en France. Alors, il y en a un petit peu moins en France actuellement parce qu'il y a de nouveau une nouvelle loi. Alors, en Espagne, en Italie, et ça tourne. C'est l'hétérogénéité des législations. Absolument, tout à fait. En Allemagne et aux Pays-Bas, il y a des lois qui tolèrent, qui même acceptent la prostitution et qui font qu'elle est très encadrée. On pourrait penser
que, étant très encadré, il n'y a pas de réseau et qu'il n'y a pas de prostituées qui ne veulent pas l'être et qui sont obligées. Mais pas du tout, parce que les réseaux existent bien. Et même quand la prostitution est encadrée, même quand elle est légiférée, eh bien ces réseaux, ils trouvent toujours des solutions et des moyens. Par exemple, dans les Eurocenters allemands, eh bien les jeunes femmes sont finalement plus ou moins obligées, même je dirais plus que moins. On leur enlève leurs vêtements quand elles y rentrent et on ne leur rend leurs vêtements que lorsqu'elles donnent de l'argent. Il y a des pressions si elles viennent pas, si un jour elles viennent pas, on leur demande pourquoi, etc. Donc on voit bien que finalement la prostitution en général, ce trafic d'êtres humains existe, c'est très difficile de le poursuivre. Il faut absolument qu'il y ait une législation à ce niveau-là qui utilise vraiment tous les moyens. Est-ce qu'on en prend le chemin de cette législation unifiée? Je dirais, alors ça va être bizarre ma réponse, c'est oui et non. Alors oui, parce qu'il y a une conscience, vraiment une vraie conscience au niveau du Conseil, de la Commission, du Parlement européen de l'urgence de la chose. Mais c'est tellement complexe et surtout au niveau de nos pays, il y a tellement de cultures différentes que c'est long, c'est très long. Parce que obligatoirement, quand on parle de la traite des êtres humains, alors tout le monde est d'accord, il faut pas, on n'a pas le droit d'obliger les gens à se prostituer, mais quand on parle de prostitution, alors là tout d'un coup il y a des discussions philosophiques, etc. Il y a soi-disant, paraît-il, hein, des femmes qui veulent le faire absolument et qu'on les oblige à arrêter leurs activités. Voilà, vous comprenez, c'est très très difficile et je crois qu'il y a une volonté, mais malheureusement ça risque d'être long. Si on prend par exemple tous les gens qui contestent, à bon droit ou non, la politique des États-Unis, et particulièrement au niveau du tiers-monde, il est évidemment hors de question de s'imposer à cette politique par des moyens classiques de contestation quand on est passé, bien entendu, tous les moyens, je dirais, non violents. Il est impossible de s'y opposer par des moyens guerriers. C'est une puissance qui est tout à fait quasiment indéfiable par même les autres pays développés. Donc, clairement, les gens qui ont des mouvements de contestation dans ce type de société n'ont pas d'autre moyen que d'essayer de changer l'opinion par la terreur. C'est ça finalement. Et de cet exemple particulier-là, je peux glisser sur le général, c'est effectivement la seule arme qui est à disposition de groupements qui n'ont pas les moyens, disons, de se livrer à une bonne vieille guerre traditionnelle comme on l'entend. Donc maintenant, on peut toujours dire pourquoi font-ils ça et ne privilégient-ils pas la diplomatie? Ça, évidemment, c'est un vaste débat aussi. Il faut savoir que ça se passe souvent aussi dans des pays dont les régimes ne sont pas toujours démocratiques et qu'il y a un tas de... Encore une fois, les groupes sont vraiment hyper marginalisés, donc ils n'ont aucune marge de manœuvre. Mais que peut-on faire dès lors pour mesurer le danger, en mesurer l'importance et éventuellement le limiter? C'est-à-dire qu'ici, les réponses, encore une fois, dépassent de loin le simple problème que nous connaissons en Belgique ou que nous connaissons en Europe. Je crois qu'on assiste maintenant à une mondialisation, je veux dire encore une fois, de l'islamisme. C'est assez caractéristique dans la mesure où c'est quasiment le seul vecteur, disons, le seul instrument, disons, révolutionnaire qui est à disposition des pays en voie de développement, dont la plupart, encore une fois, dans une grande partie, disons, pratiquent la religion musulmane. Donc les idéologies qui ont été, disons, porteuses chez nous ne font plus recette dans ce type de pays. Ils ont subi souvent les avatars. La disparition du bloc de l'Est a fait que maintenant le tiers-monde n'intéresse plus personne sauf en termes économiques. Avant, un pays du tiers-monde pouvait encore accéder à une parcelle d'autonomie en prenant sa carte de membre, si je puis dire, à un bloc ou à un autre. Maintenant, c'est fini. Le tiers-monde intéresse, disons, en termes d'économie. Donc, et encore une fois, en équation simpliste, donnez-moi vos produits, vos matières premières, achetez-moi mes produits finis. En plus, le développement de la communication et des médias fait que directement dans n'importe quel coin du monde, où circulé soit-il,
les gens ont directement conscience, disons, de ce qu'ils n'auront jamais en regardant la télévision. D'où sentiment de frustration, d'iniquité, et tout ça, évidemment, mis l'un dans l'autre, fait que le mouvement islamiste est devenu un mouvement, je dirais, mondialisé, où on récupère un petit peu des idéologies à droite et à gauche, et où il y a certains points de fixation qui exacerbent d'autant plus des accélérateurs de frustration, je dirais, comme la Palestine, le problème palestinien depuis des années, et comme maintenant le problème irakien, qui est le dernier en date. Donc c'est, encore une fois, des accélérateurs de frustration dans un contexte qui a tendance à se mondialiser. L'Occident se sent l'objectif premier de ces mouvements fondamentalistes islamistes, mais est-ce qu'il n'y a pas une partie du monde arabo-musulman lui-même qui est visée par ces mouvements? C'est-à-dire que tout le problème, si vous voulez, c'est l'instrumentalisation de la religion. Donc moi, ce que j'ai toujours défendu comme thèse, ce n'est pas l'islam en lui-même qui est mauvais. En fait, l'islam est instrumentalisé, mais il est aussi bien instrumentalisé par les révolutionnaires pour contester la légitimité des gouvernements en place, que par les gouvernements eux-mêmes qui assoient leur légitimité sur le fait qu'ils sont également, comment je dire, de droit divin, puisqu'on reprend vite le principe coranique qui dit qu'il ne faut jamais se rebeller contre l'autorité, même si elle est inique à la limite, donc ça a été quand même développé pas mal, et que la pire des choses est ce qu'on appelle la fitna, donc la discorde, un peu quelque part l'anarchie. Donc il y a une grande ambiguïté par rapport à cette utilisation de la religion. Et alors, si vous me permettez, il y a aussi un aspect sociologique, c'est-à-dire que la sociologie est indissociable de la religion. Le monde arabo-musulman et le tiers-monde en général fonctionnent sur une sociologie qui est basée sur le groupe avant l'individu, avec le sacré, disons, qui accompagne le mouvement général. Dans nos sociétés, on est passé à une société, disons, postmoderne, où l'individu a le droit d'exister en tant que tel, avec une évacuation du sacré qui est très nette depuis les 50 dernières années. En fait, il y a un conflit d'intérêts par rapport à ça. Et si je prends par exemple l'émancipation de la femme, qui est un problème crucial, il est entièrement lié à ce dégagement par rapport au rôle qui lui est fixé par le groupe avant le religieux, parce que le religieux le fait souvent qu'entériner des pratiques qui existaient même avant la religion. On voit aussi que la condition féminine est souvent aussi mauvaise dans la religion chrétienne orientale que dans l'islam, disons, qu'on stigmatise. Donc là, c'est un élément à prendre en compte également. Est-ce que ce crime organisé ne constitue pas finalement un défi majeur pour la démocratie, et notamment pour la démocratie européenne? Voor mij is de georganiseerde misdaad een van de grootste problemen in een democratie en om een democratie te kunnen behouden. Waarom? Omdat je natuurlijk niet alleen zit met mensen die mensen geweld aandoen, maar je zit met de infiltratie van onze democratie. Dus het is op het eerste zicht niet altijd eenvoudig en simpel te bekijken en te herkennen. En heel veel mensen herkennen niet de georganiseerde misdaad of de maffia, wat men soms zegt, die erachter zit. Est-ce que la lutte contre le crime organisé est inscrite en bonne place dans la liste des priorités du monde politique, notamment du monde politique européen? Heel lang heeft voor België het op nummer 1 gestaan. Vooral mensenhandel. Nu staat het op de 19e plaats, mensenhandel. Georganiseerde misdaad staat helemaal niet bovenaan. Waarom? Omdat heel veel mensen er niet over wakker liggen. Mensen die dagdagelijks gaan werken, opstaan, naar het werk gaan, 's avonds thuiskomen, eten, ontspannen, gaan slapen. Die liggen niet wakker over de georganiseerde misdaad. Die liggen wakker over hun portemonnee. Die liggen wakker over dat ze een bus kunnen halen, dat ze een auto kunnen betalen, hun huis kunnen betalen. Dus over de dagdagelijkse problematiek. Maar de georganiseerde misdaad die een land kan aantasten tot in zijn grondvesten, daar ligt men niet over wakker. En ik heb de indruk dat politiek, dat er wel heel veel inspanningen gebeuren om er iets aan te doen. Er wordt over gesproken. Men zoekt oplossingen. Onze commissaris Vitorino heeft een scorebord gemaakt rond georganiseerde misdaad, waar een planning is gemaakt van wanneer men wat gaat aanpakken, hoe men het gaat aanpakken. En op heel veel, op alle niveaus zijn er werkgroepen, planningen, aandachtspunten. Maar aan de andere kant, in de realiteit, zit je met politie in verschillende landen
die op hun manier werken, die niet zomaar met elkaar in contact kunnen komen om tot een gevolg te hebben over hetgeen wat er gebeurt. Dat moet allemaal officieel zijn. Dat duurt lang. Onze democratie neemt heel veel tijd in beslag. En je weet ook wel, als je werkt met georganiseerde misdaad, dat onze democratie dan overal zeer kwetsbaar is. En uiteindelijk is het dan zo dat men wil wel, maar de middelen zijn er niet voor. Het kost heel veel geld. En mijn inziens is dat het geld er niet voor is. Ik zie veel mensen van goede wil. Heel veel mensen, maar ook heel veel mensen van slechte wil. La criminalité constitue indiscutablement une problématique complexe. Parfois, les avis peuvent diverger. Nous avons donc invité dans notre studio une cinquième personnalité en lui demandant, sinon une synthèse, tout au moins quelques réactions. Je pense qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qui ont été dites. Des choses intéressantes d'abord sur l'Europe. L'Europe qui ne trouve pas une vitesse de croisière, tant en matière de prévention qu'en matière de répression. Et là, je pense que tant Europol qu'Interpol, qui est quand même une institution très ancienne, Interpol est une institution depuis 1926, n'a pas elle-même trouvé cette vitesse de croisière ni n'a surmonté les frontières des différents pays. D'autre part, on a parlé du terrorisme, on a parlé de la criminalité organisée, on a parlé de la prostitution, on a un petit peu, je dirais, mélangé les genres. Mais je crois à juste titre. Le terrorisme ne pourrait pas survivre sans la criminalité organisée. Et je pense aussi que la criminalité organisée elle-même s'alimente en partie du terrorisme. Comme l'a expliqué un des intervenants, c'était de dire qu'à un moment donné, pour légitimer une action criminelle, on se disait militant, qu'on soit islamiste ou autre militant, peu importe le genre, mais je pense également que c'est quelque chose d'important qui a été dit là, parce que je pense que le berceau finalement du terrorisme, même du terrorisme philosophique comme on pourrait dire, n'est pas toujours véritablement philosophique ni religieux, cela peut être tout simplement criminel. Lorsqu'on pense que le terrorisme a été et est toujours alimenté par le trafic des stupéfiants, il est alimenté également par certains gouvernements. S'il n'y avait pas certains gouvernements dans certains pays qui alimentaient le terrorisme, qui soutenaient le terrorisme, il est fort probable que le terrorisme se réduirait à des terrorismes territoriaux. C'est ainsi qu'on doit faire la différence entre un terrorisme territorial et un terrorisme philosophique. Le terrorisme territorial tel que celui de la Palestine où les Palestiniens défendent un territoire, les Corses qui défendent une indépendance éventuelle, on peut leur souhaiter, mais enfin je n'y crois pas trop, les Bretons, comme vous l'avez souligné il y a quelque temps, qui ont eux aussi revendiqué une indépendance, et puis ensuite cette espèce de mondialisation du terrorisme qui est basée, lui, sur une philosophie, sur une religion, sur un islamisme. Comme l'a soulevé M. Grignard, l'islam ne prône pas nécessairement la violence, ne prône pas nécessairement de tuer des gens. Et donc, on utilise une religion tout simplement pour assouvir une vengeance vis-à-vis d'un pays, vis-à-vis d'un peuple, vis-à-vis d'une entité, vis-à-vis, je dirais, un petit peu, en prenant une caricature, les blancs et les noirs, et de dire, bon, ce sont des blancs, je leur en veux, et leurs alliés, je leur en veux également. Donc je pense que là, dans ce mélange que vous avez fait, bien à propos, je dirais, du terrorisme et de la criminalité organisée, je pense qu'il y a de tout à trouver, et je pense aussi que cela se trouve de manière très cohérente. Ça se retrouve de manière très cohérente. Si on n'a pas le trafic de stupéfiants, on n'aura probablement pas autant de terrorisme. Si on n'a pas de criminalité organisée, on n'aura peut-être pas autant de terrorisme également. Comme a dit Mme Roure à un moment donné, le trafic des êtres humains, est quelque chose de très important et surmonte même à un moment donné le trafic des stupéfiants. C'est possible, on ne doit pas discuter sur le prix, personne ne le connaît d'ailleurs, quels sont les revenus du trafic des êtres humains et quel est le revenu global. On n'a pas une banque centrale dans laquelle on trouve du trafic des êtres humains ou de la criminalité organisée. Je pense tout simplement que cela rapporte énormément et que cela permet non seulement de faire vivre certains gouvernements, ou en partie certains gouvernants, mais également certains criminels.
qui prennent le terrorisme comme excuse pour pouvoir s'alimenter à ce genre de choses. La deuxième, ce que Mme Patsy Sorensen, elle a dit de manière plus intelligente également, c'était de dire à un moment donné, mais l'Europe, quand va-t-elle finalement se construire dans ce domaine? Et ça, je pense que c'est vraiment très important. Quand va-t-on avoir en Europe une direction générale à l'Union européenne de la sécurité? Quand va-t-on avoir un équilibre entre la prévention et quand va-t-on réfléchir à tout cela pour essayer d'aligner nos législations? Vous savez, M. Damblon, pour les policiers qui doivent travailler sur le terrain, encore peut-être plus maintenant que de mon temps, il est très difficile, en passant par toutes ces arcanes très compliquées de l'Europe, d'Interpol, d'Europol, de parvenir à se parler encore de manière, je dirais, conviviale et de manière peut-être un petit peu plus professionnelle qu'à travers tous ces organismes qui sont beaucoup trop importants, beaucoup trop lourds.